très loin, parce que ça va juste être le domaine en général. Donc j'espère que ça vous donnera envie éventuellement de continuer dans ce domaine à terme. Alors, donc moi je travaille dans la physique des électrons dans les solides. Et c'est un grand mot pour dire qu'en gros, je voudrais savoir globalement comment les solides, comment les cristaux, les métaux, les isolants, quelles sont leurs propriétés, comment ça marche. Alors, pour commencer, on va juste placer un peu. Donc la physique des solides, ça se place au sein de plus gros domaine qui s'appelle la physique de la matière condensée, puisqu'un solide c'est condensé. Le type de matière condensée, il y a les liquides et les solides. Et puis, c'est quelque chose qui, au départ, était assez différent de la science des matériaux, mais finalement, maintenant, c'est un peu les deux mêmes choses, parce qu'on se rejoint sur pas mal de choses, au niveau d'expérience, au niveau des concepts fondamentaux qu'on va utiliser. Donc, la physique du solide, bah ouais, quand on y pense à plein de choses super sexy, on pense à la supraconductivité, on pense à la magnétorésistance géante qui permet de faire des mémoires SSD, on pense à la phase topologique quand on est matheux, parce qu'on se dit que ouais, il y a de la topologie, ça va être fun. On a les semi-conducteurs sans qui on n'aurait rien de tout ce qui est microélectronique. On a des transitions magnétiques, on a plein de choses dedans. Et en fait, si on fait le bilan de toutes ces choses très intéressantes, en fait, on se rend compte qu'à chacune est associée un ou des prix Nobel. Donc c'est quand même un domaine qui est très reconnu pour avoir apporté beaucoup de choses au monde qui nous entoure, tant pour la révolution d'un point de vue théorique que d'un point de vue même application dans la vie de tous les jours. Donc moi, comme je l'ai dit, dans ce domaine qui est déjà très très grand, mon but c'est, je me donne un matériau, par exemple de l'aluminium ou quelque chose d'un peu plus compliqué, parce que l'aluminium c'est un peu facile. Et en gros, à l'issue d'expérience, on va avoir accès à le minimum qu'on va vouloir se donner, c'est-à-dire globalement les propriétés cristallographiques. En gros, de quoi est constitué ce matériau, comment les atomes sont arrangés dedans, parce que ça il suffit de faire une expérience de diffraction, puis on saura après comment ils sont positionnés. Et puis, la question qui m'intéresse, c'est comment, à partir juste de cette description la plus microscopique qui soit, à savoir j'ai des noyaux, j'ai des électrons, comment je peux comprendre les propriétés macroscopiques qu'on observe. Donc, pourquoi est-ce que l'aluminium est métallique, donc les propriétés vraiment de type électrique, comment il se comporte face à un champ magnétique, donc les propriétés magnétiques, les propriétés optiques, pourquoi est-ce qu'un métal ça brille, et pourquoi un isolant ça brille pas. Les propriétés thermiques, comment ça conduit la chaleur. Les propriétés mécaniques, est-ce que c'est vraiment très, très mou, très rigide, comment ça se comporte face à une contrainte. Voilà, c'est vraiment toutes ces questions-là qu'on veut essayer de trouver. Et pour répondre à ça, j'ai envie de dire, on a besoin évidemment d'expérience, parce que c'est ça qui nous permet vraiment de pouvoir se vérifier à ce qu'on a contenu. Et puis de calcul. Et moi, tout le truc, c'est essentiellement se concentrer sur les électrons. Alors, il y a d'autres choses sur lesquelles on pourrait jouer, parce qu'on rencontre par exemple les vibrations du réseau et tout ça. Mais on va vraiment se concentrer que sur les électrons. Donc, on va faire des calculs, des simulations numériques, et puis on va extraire des modèles, et puis essayer de voir si ces modèles s'appliquent correctement et comment éventuellement il faut les modifier. Voilà, donc c'est vraiment un jeu qui se passe avec un échange perpétuel entre des modèles à partir d'une simulation numérique, et puis après la comparaison à l'expérience, éventuellement raffinement du modèle, raffinement de la simulation numérique, et puis voilà, jusqu'à ce qu'on ait un point de convergence, qu'on est satisfait de la description. Voilà pour ce qui est vraiment de l'objectif grandiose qu'on voudrait. Alors à terme, ça veut dire, par exemple, je sais pas moi, pourquoi il y a supraconductivité à haute température, voilà, ça serait génial. Bon, on n'y est pas encore, mais voilà, c'est typiquement, voilà, on fonctionne en tâtonnant et en avançant. Alors, pour pouvoir travailler dans mon domaine de recherche, il vous faut quoi? Il vous faut, j'ai dit que c'était du microscopique, donc il va nous falloir de la mécanique quantique au départ. Alors, tous n'ont pas eu un cours de mécanique quantique pour le moment, donc du coup, je vais vous donner juste les gros ingrédients qu'il vous faut. La première chose, c'est que lorsqu'on est en mécanique quantique, il n'y a plus de particules, il n'y a plus d'ondes, on a les deux à la fois. Toute entité qu'on va considérer, tout système quantique est à la fois une onde et une particule. Donc globalement, ce qu'on voit avec le joli schéma ici, c'est-à-dire que globalement, en sommant plusieurs ondes plates, c'est-à-dire l'exponentielle IKX moins omega t, on peut arriver à petit à petit se localiser et donc obtenir un paquet d'ondes qui peut décrire l'équivalent d'une particule. Donc ça, voilà, c'est la première chose qu'on va voir, donc cette idée de dualité onde-corpuscule. Cette dualité onde-corpuscule, elle va se matérialiser, j'ai envie de dire, dans la suite de l'exposé, essentiellement par une relation qu'on appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui vous dit que delta P dt supérieur égale à h bar sur 2. C'est-à-dire qu'en gros, l'incertitude en position, la largeur que vous avez de votre paquet d'ondes, elle est
fois l'incertitude que vous avez sur la quantité de mouvement, P, je rappelle, c'est m fois b, la masse fois la vitesse, et bien ces deux incertitudes qu'on a sur ces deux quantités est supérieure ou égale à h bar sur 2, ou environ de l'ordre de h bar sur 2. La deuxième chose qui est très utile quand on est en mécanique quantique, c'est l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger, alors pareil, je ne vais pas en faire tout un tas, il y a besoin d'un cours entier, je pense que les 3 PS sont d'accord, donc on va faire plus simple. C'est une équation qui est un peu l'équivalent du PFD mais en mécanique quantique, et la quantité fondamentale à savoir, c'est H, l'hamiltonien. L'hamiltonien, c'est rien d'autre qu'une manière d'exprimer l'énergie. Alors, le seul truc, c'est qu'on est en mécanique quantique, on a baptisé juste une particule avec sa position et sa vitesse, puisque justement, ce ne sont pas des quantités qui sont bien définies, ça va être les mêmes que observables. Donc du coup, on va décrire l'état du système avec ce qu'on appelle une fonction d'onde, et plus généralement même ce qu'on appelle un ket. C'est cette notation un peu bizarre où vous avez psi qui est compris entre une barre et puis un crochet. Voilà. Donc ça veut dire que c'est l'état du système. Quand vous êtes en cours avec M. Cuny, vous faites un petit peu, ça s'appelle les orbitales atomiques pour ça. Voilà. Ça revient à ça. Donc voilà, ça c'est les gros ingrédients que je vais avoir besoin au niveau de la mécanique quantique, et pour vous faire un peu saliver sur l'idée qu'il faudra venir en L2 faire l'atomistique et en L3 faire de la mécanique. L'autre point qui est important, c'est je suis dans un système avec beaucoup d'électrons. Et quand je dis beaucoup, c'est de l'ordre du nombre d'Avogadro 10 puissance 23. Donc je ne peux pas faire une description au cas par cas en faisant la somme sur I de I égale 1 à N avec N égale 10 puissance 23, c'est inconcevable. Donc on est obligé de prendre une autre approche, une approche qui est issue de la thermodynamique, qui s'appelle l'approche de la physique statistique. Alors la physique statistique, c'est pareil, certains vont en baver en L3, mais on y reviendra. C'est pas ça le problème. Le truc, c'est, moi j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de vous dire que les électrons sont des fermions. Les fermions, c'est quoi? Ce sont toutes les particules qui constituent la matière. Et comme vous ne pouvez pas être sur les genoux de votre voisin sans que ça gêne, les électrons ne peuvent pas être à deux dans le même état. Voilà. Donc du coup, ça va faire cette différence-là. Vraiment, c'est le principe d'exclusion de Pauli. Ça se matérialise par ce qu'on appelle la statistique de Fermi-Dirac, qui est représentée ici en fonction de la température, mais globalement, nous on va se mettre à température nulle, donc globalement c'est une gros échelon. En gros, si votre état a une énergie plus petite qu'une certaine valeur, il sera occupé. Au-dessus, il sera vide. Et c'est juste ça. Une autre quantité qui va être importante, c'est la densité d'état. Je ne vais pas pouvoir, comme j'ai 10 puissance 23 électrons et tout, les décrire en disant voilà, j'ai telle énergie, telle orbitale, telle orbitale. Normalement, on va plutôt s'intéresser à ce qu'on appelle la densité d'état. La densité d'état, c'est, j'ai envie de dire, l'analogue de la densité que vous connaissez en géographie, donc le nombre d'habitants par kilomètre carré. Là, c'est le nombre d'états par et intervalle d'énergie. Rien que ça. Et donc, du coup, ce qui va être intéressant, c'est de regarder quel est le nombre d'états qu'on a, par exemple, un petit intervalle autour, par exemple, d'une certaine valeur qui peut nous intéresser. Donc, c'est la quantité d de epsilon. Et densité d'état, en anglais, ça dit density of state, et donc c'est tout ce que vous verrez marqué avec DOS, c'est densité d'état. Voilà, donc ça, c'est les deux gros blocs qu'il vous faut avoir un peu maîtrisés pour pouvoir aller plus loin et faire de la physique du solide. Mais pas que. Il faut aussi un petit peu de chimie, quand même, c'est utile. Parce que sinon, il faudrait tout redémontrer depuis la base, c'est un peu pénible. Donc, du coup, c'est bien de savoir un peu la structure atomique des atomes, est-ce que c'est qu'une orbitale, tout ça, comment ça marche, les règles de Kleshkovsky, les règles de groupé, tout ça, c'est très pratique. On va le voir dans la suite. Des maths, et oui, des maths, beaucoup de maths, parce que la mécanique quantique a été construite avec beaucoup de maths. Donc il vous faut des algèbres binaires, il vous faut des matrices, il vous faut des espaces de Hilbert, il faut plein de choses comme ça. Bon, ici, on ne va pas trop s'embêter avec beaucoup de maths, mais il en faut quand même un certain nombre. Et puis de l'informatique, parce que comme je l'ai dit, c'est des simulations numériques, on est avec énormément de particules, on est avec un système qui est très grand, il y a des approximations à faire, mais surtout, il va falloir simuler avec l'ordinateur. Donc il faut une certaine compétence informatique pour y arriver. Voilà, donc globalement, si vous avez tout ça en poche, vous êtes bon pour faire de la physique du solide. Globalement, ça va votre formation en PS, c'est à peu près comme ça. C'est ce qu'il faut. Alors, tout ça c'était pour présenter mon domaine. Maintenant, je vais essayer de rentrer un peu plus dans les détails. Donc déjà, ce que je vais commencer, c'est par vous introduire l'ingrédient de base en physique du solide, qui est globalement ce qui fait la colle du solide, c'est les électrons et les liaisons chimiques. Donc je vais tout simplement revenir un peu là-dessus, comment on se crée des liaisons chimiques, et puis comment finalement on obtient ces orbitales moléculaires que M. Cuny vous a parlé, typiques. Donc on va revenir un peu là-dessus. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser à décrire le cas le plus simple, c'est-à-dire un cristal avec des électrons indépendants, c'est-à-dire des électrons qui ne se sentent pas les uns les autres. On va introduire ce qu'on appelle la théorie des bandes.
Et du coup, je vous expliquerai ce que c'est qu'un métal et un isolant de bande. Et donc, globalement, ça permettra de décrire grossièrement déjà 90% des matériaux qu'on connaît. Et puis, dans une dernière partie, je vais vraiment me focaliser sur vraiment mon cœur de travail, qu'on appelle les matériaux corrélés. C'est-à-dire que je vais vous montrer que la théorie des bandes, c'est bien, mais qu'il y a des matériaux, notamment quand ils sont intéressants, ben, ça ne marche pas. Sinon, j'ai un peu de boulot. Donc, du coup, c'est quand les interactions entre les électrons vont vraiment être importantes. Voilà. Alors, juste un petit point. C'est reste une conférence pédagogique. Donc, globalement, je ne vais pas pouvoir tout expliquer. Il faudrait des heures et des cours entiers de Master 1, de Master 2. Globalement, je vais juste essayer de vous donner l'idée de comment ça marche. Vous donner, non pas les démonstrations, mais vous donner de la physique avec les mains un peu pour sentir les choses. Et puis, je ne vais pas rentrer dans les détails du calcul. Voilà. Et puis, c'est un parti pris. Globalement, je sais que c'est de la mécanique quantique et qu'on a des particules et des ondes. Mais moi, je vais, pour vous donner le plus facilement accès à cette connaissance, me focaliser plutôt sur une approche plutôt particule, plutôt quantum. Donc, on va plutôt penser avec des électrons qui vont se déplacer de boîte en boîte, grossièrement. Mais voilà, il faut garder en tête que c'est la mécanique quantique, normalement, devrait avoir une approche ondulatoire. Et la plupart des cours sont même plutôt construits sur l'approche ondulatoire plutôt que sur l'approche particulaire. Alors, commençons notre petit chemin vers la physique du solide. Donc, pour commencer, on va décrire ce qu'est un solide. Et donc, on va s'intéresser à la notion de liaison chimique. Alors, si je dois décrire un solide, globalement, microscopiquement, qu'est-ce que c'est qu'un solide? C'est un groupe d'atomes, c'est un ensemble d'atomes qu'on met tout ensemble et puis qui vont tenir ensemble, pas par magie, mais parce que justement, il y a des liaisons chimiques et parce que les électrons les assurent. Alors, ces électrons que j'ai représentés en rouge ici, ils sont dans un potentiel qui est celui des potentiels électrostatiques des noyaux, qui est représenté en violet et blanc ici pour donner un peu une idée de quoi ça pourrait ressembler. Et globalement, si je m'intéresse à l'énergie complète du système, puisque mon système comprend à la fois des noyaux et des électrons, j'ai l'énergie cinétique des noyaux, donc R demi de MV2, mais qu'on réécrit en termes d'impulsion, c'est du P carré sur 2L. Donc du coup, ça, c'est l'énergie cinétique des noyaux. On a l'interaction de Coulomb entre les noyaux qui, elle, est répulsive. Donc c'est pour ça qu'ils ne vont pas se mettre les uns sur les autres non plus. On a nos électrons qui ont une énergie cinétique, Pi carré sur 2M, c'est le terme en rouge. On a l'interaction de Coulomb entre les noyaux et les électrons. Ça, c'est ce qui permet aux électrons de rester proches de ces noyaux. Et puis, on a l'interaction de Coulomb entre les électrons qui fait que les électrons se repoussent les uns les autres. Globalement, voilà tous les ingrédients qu'on a. Alors, c'est super, mais c'est un système qui est infernal à résoudre. Donc, il va falloir faire un petit peu d'approximation pour commencer. La première approximation qu'on va faire s'appelle l'approximation de Born-Oppenheimer. L'approximation de Born-Oppenheimer consiste à dire les noyaux, c'est lourd, c'est plan-plan, ça a une masse qui est au moins 1000 fois plus importante que les électrons, donc pépère. On va considérer que leur dynamique est très très faible. Donc globalement, lorsqu'on va étudier notre système, on va découpler la dynamique des électrons de la dynamique des noyaux. Et on va dire que les noyaux sont fixes et que les électrons ne font que sentir le potentiel fait par les noyaux. Donc globalement, ça fait juste un Hamiltonien, ou plutôt une énergie qui va être plus simple à considérer, à savoir l'énergie cinétique des électrons, le potentiel créé par les noyaux, donc un ensemble de puits de potentiel les uns à côté des autres, et puis l'interaction de Coulomb. Et déjà, malheureusement, ce problème est déjà infernal. Mais c'est déjà mieux que ce qu'on avait au départ. Voilà pour ce qui est la grosse approximation qu'on va faire pour le moment. Alors, maintenant qu'on a ça, prenons des électrons et essayons de comprendre pourquoi finalement, alors que nos noyaux se repoussent, ou ils sont même positionnés dans certaines positions, comment se créent les liaisons chimiques, comment se créent les orbitales. Alors, pour ça, on va faire l'exemple le plus simple, qui est de prendre juste deux atomes qui sont l'un à côté de l'autre. Donc j'imagine que j'ai deux atomes, donc deux noyaux atomiques avec leur puits de potentiel, on connaît bien. Et puis, je vais considérer que ces noyaux atomiques sont suffisamment proches, puisque la matière dense, donc de l'ordre de l'angstrom, donc là c'est proche l'un de l'autre, 2-3 angstroms. Et je vais considérer que j'ai des orbitales atomiques associées à chacun de ces atomes. Ces orbitales atomiques, elles, globalement, elles sont associées à une énergie, epsilon 0, qui globalement, si je considère, peut être écrite sur la manière presque que d'une énergie cinétique, en tout cas on peut l'écrire comme ça. Et on voit que ça nous fait du P carré sur 2M, et si on se souvient un tout petit peu de ce que je dis sur l'inégalité d'Heisenberg, P carré, comme en moyenne, il va autant à droite qu'à gauche, notre électron dans son puits,
Ça veut dire que P carré, c'est la valeur moyenne de delta P. Donc on peut remplacer ça en disant que c'est H bar sur 2 delta R. Et donc du coup, ça me fait du H bar carré sur, il y a une erreur, c'est 8 M delta R. Voilà. Donc globalement, c'est ça. Et donc on voit bien que plus le delta R va être petit, plus on va étaler, plus on va avoir tendance à aller. Voilà à peu près pour lui. Ok, donc là j'ai deux atomes, je les ai mis l'un à côté de l'autre, comme vous êtes assis à côté de voisin, mais pour le moment il ne se passe pas grand chose. Pour pouvoir avoir quelque chose qui se crée, il va falloir que les deux puits communiquent. Et pourquoi ça communique en mécanique quantique? Bien, tout simplement, ça communique par ce qu'on appelle l'effet tunnel. Alors l'effet tunnel, si on veut le comprendre en 2-3 secondes, il faut se dire, voilà, l'électron, ça reste une onde, et globalement, cette onde, elle va se propager, elle va arriver face à une barrière de potentiel, puisqu'entre les deux puits de potentiel, il y a quelque chose qui les empêche de passer. A priori, en mécanique classique, si vous courez face à un mur, vous ne le traverserez jamais. Là, ce qui va se passer, c'est que comme il a une approche ondulatoire, en fait, c'est une onde plane qui se propage, mais en fait, on peut montrer qu'à l'intérieur de la barrière de potentiel, elle va se comporter comme une onde évanescente, c'est-à-dire une onde qui est de la forme exponentielle moins kx, et qui va décroître en fonction de la distance. Alors on note ça moins kx, on note l'exponentielle moins x sur delta, et delta s'appelle non pas la constante de temps ici, mais la longueur de pénétration. Et comme vous avez fait avec les équations d'ordre là, globalement, c'est plus delta va être grand, plus vous allez parler profondément dans la barrière de potentiel. Cette longueur de pénétration, delta, on voit, elle est proportionnelle à h bar, elle est inversement proportionnelle à la racine de la masse et à la différence d'énergie entre le haut de la barrière des zéros et l'énergie qu'a votre particule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, plus votre système va être massique, plus delta va être petit, et donc du coup, plus globalement vous allez rapidement tendre vers zéro dans la barrière, donc vous n'allez pas passer. Par contre, si vous avez une énergie qui est de l'ordre de l'électronvolt, ce qui est typiquement le cas pour notre électron, une barrière de l'ordre aussi de l'électronvolt généralement, puisque c'est l'ordre de ça aussi qu'on a, et puis vous prenez la masse de l'électron, vous prenez la constante h bar qui vaut 10-34 joules secondes, vous faites vos petits calculs, vous allez voir qu'en fait, si vous faites ça, la longueur de pénétration est telle qu'on peut arriver à obtenir quelque chose de l'autre côté. Et c'est quelque chose de l'autre côté, ça va être à nouveau une particule libre qui sera aussi décrite par une onde plane. Et globalement, si on fait le rapport entre l'amplitude de l'onde plane à la sortie et l'amplitude de l'onde plane à l'entrée, on voit qu'on a un coefficient qui est non nul, un rapport qui est non nul. Et ce coefficient, ce rapport validé, c'est ça qu'on appelle, qui mesure l'effet tunnel, et c'est ça qu'on va introduire ici pour traduire pourquoi nos deux puits vont se parler. Alors on voit bien que comme les électrons sont bien plus, comme les protons sont bien plus lourds, les atomes ne vont pas beaucoup passer par l'effet tunnel. Mais par contre, nos électrons qui sont bien plus légers, eux, ont un effet très très important et donc vont vraiment pouvoir sauter, comme ça qu'on peut comprendre, sauter d'un puits à l'autre, comme si la barrière n'existait pas. Bien, comme si, c'est quand même un effet, mais comme si finalement le puits était beaucoup plus grand, comme si vous pouvez du coup se promener entre les deux. Alors maintenant, c'est là où il faut un petit peu faire des calculs. Normalement, vous pouvez écrire ça sous la forme d'une jolie matrice de 2, vous pouvez diagonaliser ça. Ceux qui ont fait le cours d'atomistique sont déjà mis avec. Mais globalement, à la fin, on obtient que les états privilégiés, les états des orbitales qu'on va obtenir, qu'on appelle les orbitales moléculaires, puisque là on a pris 2 atomes pour en faire, globalement, ce sont des états qui vont être d'énergie bien inférieure à l'énergie qu'on avait au départ dans nos atomes. Pourquoi est-ce que cette énergie est bien inférieure? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, l'électron, il peut se promener entre les deux puits, donc globalement, il voit un puits qui est beaucoup, beaucoup plus large. Et s'il voit un puits qui est beaucoup, beaucoup plus large, au niveau de l'énergie, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus petit en valeur que la valeur qu'on avait initialement avec l'epsilon 0, qui était juste en h bar carré sur a carré. Donc c'est quelque chose qui va être plus petit, donc on a diminué l'énergie. C'est une bonne nouvelle. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils vont privilégier avec 2. Alors en fait, vous pouvez montrer qu'il y a 2 types d'orbitales, les orbitales liantes et anti-liantes, mais globalement, après vous mettez l'électron dedans et tout va bien, mais tout se passe comme si, globalement, on va se mettre ensemble et on va créer du lien grâce à ça. Ok, donc là on a créé des liaisons chimiques, on sait pourquoi nos atomes vont se tenir ensemble et qu'on va avoir des solides. On voit aussi que globalement, bien décrire les électrons, c'est ça qui va vous permettre de bien décrire les propriétés, notamment mécaniques. Parce que du coup, si la colle est forte, c'est-à-dire que les orbitales atomiques vont être bien importantes, globalement, ça va faire que c'est plus dur de casser, de bouger ou de faire des effets de contrainte dessus. Ok, voilà pour ce qui est de la première partie, à savoir comprendre l'ingrédient de base. Maintenant, on va passer à la partie plus intéressante, première partie, sur vraiment la théorie des bandes et décrire des électrons indépendants dans un cristal. Alors, pour décrire un solide,
on va faire une autre petite approximation, d'ailleurs que là, on va se simplifier la vie. On va prendre ce qu'on appelle un cristal parfait. Un cristal parfait, c'est quoi? C'est globalement pas comme vous êtes assis actuellement. Là, tel que vous êtes assis, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des trous. Voilà, il y a des chaises qui manquent, il y a des gens qui sont un peu répartis, là on a des chaises, c'est n'importe quoi. Ça, c'est pas un cristal parfait. Un cristal parfait, c'est quelque chose qui a un peu comme un carrelage, c'est quelque chose où on va avoir un motif de départ, et on va pouvoir le répéter à l'infini dans les trois directions de l'espace. Ou deux si vous êtes sur quelque chose qui a deux. Donc par exemple, lorsque vous regardez un plan de graphène, bah, c'est plutôt pas mal. On voit bien qu'on a des jolis hexagones qui sont répartis en mille sur tout le plan. Si vous prenez un cristal d'aluminium, bah, vous avez un réseau cubique face centré. Donc vous prenez ce cube, vous le répétez à l'infini dans les trois directions de l'espace, vous avez votre joli cristal. Donc ça, nous, on va s'intéresser qu'aux cristaux. Et déjà, ça fait pas mal de choses intéressantes. Voilà. Ça veut dire que je ne vais pas m'intéresser aux surfaces, ça veut dire que je ne vais pas m'intéresser aux interfaces entre deux solides. Mais déjà, avec ça, on aura une bonne description de pas mal de choses qui nous intéressent. Ok. Alors, pour vous donner un peu l'intuition de ce qui se passe dans un cristal, pareil, je vais commencer par un modèle très simple. Après, on va complexifier. Donc, le premier modèle qui vient, c'est que tout à l'heure, on a fait deux atomes. Ben là, on va en mettre plusieurs, les uns à côté des autres, comme c'est tous en rang au premier rang. Donc, globalement, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer n atomes, les uns à côté des autres, suffisamment proches pour que l'effet tunnel, et donc la probabilité de sauter d'une orbitale d'un atome sur un autre atome que je considère complètement équivalent avec les mêmes orbitales, soit possible. Voilà. Donc ça va être mon modèle. Mes électrons sont indépendants, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre en compte l'interaction de Coulomb. Je m'intéresse vraiment au fait qu'on peut sauter, et c'est tout ce qui m'intéresse ici. Ok. Je vais rajouter un autre petit truc, alors ça c'est juste pour pouvoir diagonaliser facilement la matrice quand je serai matheux, mais globalement je vais négliger les effets de bord. Ça revient à négliger les surfaces, c'est-à-dire qu'une fois que l'électron qui a sauté, qui fait tout ça, une fois qu'il arrive au bout, il revient au point de départ là-bas. Donc en fait, je rattache ma chaîne au bout, ça fait un temps. C'est pas très grave, parce que pour peu que je m'intéresse vraiment à ce qui se passe à l'intérieur du matériau, les effets de surface sont très très loin et ne vont pas m'intéresser. Donc c'est une approximation qui est tout à fait justifiée. Ok, donc maintenant, j'ai cette chaîne linéaire qui est attachée au plus, voilà, mes électrons vont se trouver dedans. Globalement, on avait vu, lorsqu'on avait deux atomes, que l'électron pouvait sauter dans l'un dans l'autre. Ok. Si j'en mets trois, bah, globalement, il va sauter vers le premier, puis il va sauter vers le deuxième, puis en fait, il n'a plus raison. Donc en fait, il peut se promener autant qu'il veut. Si j'en mets 4, 5, 6, etc., il va passer son temps à sauter, il va continuer à se déplacer, etc., etc. Donc on va arriver avec un état qui va être une sorte d'orbital moléculaire, mais une super orbitale moléculaire, qui va être délocalisée sur tout l'ensemble de la chaîne. Pas plus vraiment partout à la fois, c'est une zone privilégiée plutôt qu'un autre. D'un point de vue énergétique, si vous faites ça, en fait, on peut montrer que vos orbitales moléculaires, en fait, elles ne peuvent pas être plus séparées que de plus de T et moins de T, ou T et le saut qui est possible. Donc globalement, ce qui se passe, c'est que vous allez mettre de plus en plus d'états possibles, mais dans un intervalle qui est toujours le même, centré autour de cette valeur epsilon 0', et qui est de 4T. Et globalement, bah, plus vous en mettez, et comme on a avec 10 puissance 23, c'est presque quelque chose de complètement continu. Donc on va avoir non plus une description dans un solide en termes d'état d'orbital atomique et d'état discrétisé d'énergie, mais on va revenir à quelque chose où on a ce qu'on appelle une bande d'énergie, un spectre continu qui est disponible. Voilà. Donc ça, ces orbitales moléculaires, que j'ai introduit ici un peu sous calcul, ça s'appelle les états de Bloch, en l'honneur de Félix Bloch qui les a introduits. Alors si on regarde un tout petit peu plus précisément ces états, et qu'on se pose un peu la question de comment ça marche, en fait, si on regarde, l'état qu'on obtient, il est caractérisé par un nombre K. Alors, je vous ai écrit en haut la forme de cette orbitale, de cet état. Donc, le ket psi-K s'écrit comme étant la somme sur tous les états. Alors, phi de RJ, ça va être l'orbitale sur le 7J. Et on voit que c'est une somme qui va de J égale à 1N et que j'ai un coefficient devant qui est en exponentiel IKJA. Là, ça se montre très facilement. J, ça varie de 1 à N, donc c'est vraiment toutes les valeurs. Finalement, ça veut dire que j'ai un facteur de phase qui se rajoute à chaque fois que je vais sur un autre. Ok, si vous représentez ça, en fait, c'est assez rigolo, si vous le représentez en mettant selon l'axe ici, et puis que vous mettez des plans complexes ici, vous avez cette jolie image qui va
apparaître. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui va représenter du exponentiel ikx et du qui va être avec une partie imaginaire et une partie réelle. Et en fait, cet facteur de phase que j'ai devant, là, exponentiel ikga, ça fait exponentiel ikx qui va tourner comme ça. Si vous regardez ça que sur l'axe réel ou que sur l'axe imaginaire, vous avez donc quelque chose en cosinus kx ou en sinus kx, autrement dit, vous retrouvez une onde plane. Que vous avez vu qu'on fait de type ondulatoire. Et ça, c'est fort. Parce que du coup, ça veut dire, et c'est vraiment là la clé de l'approche de Bloch, le théorème de Bloch, ce qu'il vous énonce, en manière très simplifiée, c'est qu'un électron qui se promène dans un solide, pour peu que le potentiel soit vraiment périodique, qu'il n'y ait pas d'erreur, que tout soit vraiment bien périodique, il se comporte comme une onde plane, c'est-à-dire comme s'il n'y avait pas de potentiel, comme si c'était une particule. Donc l'électron peut se promener. Et s'il se comporte comme une onde plane, dans ce cas-là, on peut caractériser l'onde plane par son vecteur d'onde k. Et ce vecteur d'onde k, on peut montrer qu'il varie entre moins pi sur a et pi sur a, ou pas, et la distance entre les deux sites que vous avez. Du coup, si c'est un bon nombre quantique, si vraiment on peut caractériser l'état par ce nombre k, on peut représenter nos différentes orbitales, nos états de Bloch, en fonction de ce nombre k. Chose qu'on n'avait pas besoin de faire en chimie parce qu'on n'avait pas comme plus 150 000. Alors que là, comme j'en ai quand même beaucoup, c'est beaucoup plus intéressant que les représenter avec les représenter en fonction de ce nombre quantique. Alors si vous faites le calcul, on montre que dans ce cas, vous avez une dispersion et que l'énergie que vous obtenez en fonction de k, c'est quelque chose qui est de la forme centrée autour de tiré de Rotring et qui varie avec un moins de t cosinus k. Voilà, c'est ça que. Donc globalement, là, l'image de bande prend tout son sens, parce que globalement, on voit bien que quand on représente comme ça, on a une sorte de bande qui est là, avec qui ressemble à pi, qui peut se répéter à l'infini, mais nous, on s'en fiche, on regardera qu'il y a entre moins pi sur a et pi sur a. Voilà pour ce qui est de la chaîne linéaire, ce qui est déjà un cas très simple, et pourtant déjà assez impliqué d'un point de vue calculateur. Maintenant, imaginons que je fasse le grand saut et que j'essaye de comprendre ce qui va se passer dans des vrais solides. Globalement, je vais retrouver la même chose. Alors, ce ne sera pas du 1D, ce sera du 2D, du 3D. Il y aura des directions un petit peu plus compliquées. Il y aura peut-être besoin de réfléchir. Évidemment, si vous voulez que je considère des électrons indépendants, je ne m'intéresse pas à l'interaction coulomb-chaud, je vais pouvoir les décrire globalement dans un potentiel périodique. Et donc, je vais retrouver des états de Bloch. Et donc, je vais retrouver des bandes d'énergie. Globalement, c'est ça qui va se passer. C'est pour ça qu'on parle de la théorie des bandes dans les matières. Alors, petit exemple, prenons le sel de cuisine. Le sel de cuisine, c'est là où la chimie devient importante, c'est du sodium et du chlore. Donc je vous ai mis la structure électronique, je vous ai mis aussi la classification de Mendeleïev, pour ceux qui se souviennent plus, ça se situe. Voilà, donc on les a. Donc globalement, le sodium, c'est un électron qui me reste dans la 3s, et dans le chlore, j'ai 5 électrons dans les 3p. Voilà, donc c'est bien, ça marche. Et globalement, ce qu'on vous rappelle quand vous êtes petit, c'est qu'on fait la règle de l'octet, et donc globalement, on va compléter le chlore avec l'électron du sodium. Et donc du coup, normalement, notre sodium, il doit être vide, il n'y a plus les 3D, ça doit être vide. Et le chlore, il doit tout remplir, c'est l'orbital 3D. C'est ça qu'on voit. Sauf que ça, c'est une image à la chimiste pour juste un petit molécule NaCl. Moi, je m'intéresse à un solide. Le solide de sel, globalement, il ressemble à ça en fait. Vous avez un réseau qui est cubique, ici, avec globalement, alors il est cubique face centrée, et globalement, vous avez du coup un Na qui est en blanc et un chlore qui est en vert. Et donc ils sont tous répartis d'un côté des autres. Ok. Maintenant, qu'est-ce que ça va me donner? Si je fais un calcul un petit peu, voilà, pour ces bandes, alors que ce soit à la main ou avec des codes de calcul qui sont destinés à ça, on va obtenir la structure suivante. Alors, sur l'axe des ordonnées, vous avez l'énergie. Sur l'axe horizontal, vous avez une manière de quantifier justement le vecteur d'onde de l'onde. Alors, comme on est en cristallo et qu'il n'y a pas que simplement une seule direction, en fait, on nomme les directions avec des lettres. Voilà, c'est pareil, c'était des gens qui étaient un peu chimistes sur la base, mais c'est tout simplifié la vie. Donc voilà. Le point intéressant, par exemple, c'est gamma. Gamma, c'est le point K qui vaut 0, 0, 0. Voilà, ça c'est gamma. Après, si vous prenez X, c'est le point qui est selon la direction X, 0, 0. Voilà, ça sera vecteur. Et puis après, il y a M qui est entre X et Y, etc. Donc, mais ça, il faut regarder sur le. Donc, globalement, c'est pas ça qui m'intéresse ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir à peu près à quoi ça ressemble. Ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que si on regarde, globalement, on observe qu'on a 3 bandes en rouge qui sont des bandes qui sont directement associées au chlore. Alors, je vais les représenter ici. Ce que vous regardez ici sur le côté s'appelle la dose, donc la densité d'état. Donc, en fait, c'est le nombre d'états que j'ai disponible.
en fonction de l'intervalle d'énergie, ce que je vous ai introduit tout à l'heure. Cette densité d'état ici, vous voyez, globalement, on voit bien que c'est du chlore, c'est les 3 P du chlore, effectivement, on a dit qu'on voulait compléter la règle de T, on retrouve cette règle de Schmitt, donc globalement, toutes les orbitales sont bien pleines, les bandes sont complètement pleines, on a tout mis dedans. Voilà, là je tiens dedans. De l'autre côté, si je regarde où sont les orbitales 3s, les bandes associées aux orbitales 3s, bah globalement, elles sont au-dessus, et elles sont vides, puisque globalement, il y a un trait qu'on a représenté en pointillé, là, et qui s'appelle la surface de Fermi. C'est globalement le dernier niveau qu'on va remplir. Alors on l'a mis dans le vide, mais c'est pas très grave. Globalement, ce qu'il veut juste dire, c'est que tout ce qui est en dessous est plein, tout ce qui est au-dessus est vide. C'est lié à ma statistique de Fermi-Dirac et à la courbe que je vous ai donnée avec la jolie image. Donc en gros, les corps sont pleins, les sodiums sont vides. J'ai un matériau, du coup, qui est ce qu'on appelle un isolant de bande. Pourquoi? Parce que globalement, j'ai rempli toutes mes bandes, et pourquoi on dira isolant? Bah justement parce qu'en fait, ce sera un matériau qui ne va pas pouvoir conduire l'électricité. Pourquoi il ne peut pas conduire l'électricité? Bah, si on regarde là, en gros, si je veux pouvoir rajouter un électron en plus, il va falloir que je lui donne un état d'énergie suffisant ou ce qui est disponible. Et le seul qui est disponible, c'est ceux qui sont bien au-dessus, là-haut, qui sont dans les 3S. Donc du coup, il va falloir que je mette un sacré champ électrique pour pouvoir arriver à faire passer un courant d'électricité. Globalement, pour un tout petit champ électrique, il ne se passe rien, le matériau est isolé. D'un point de vue plus réel, sans parler de cette image-là, mais si vous réfléchissez, si tout le monde ici, au premier rang, a les mains occupées chacun avec une boule, je ne peux pas rajouter d'autres boules pour vous faire passer de droite à gauche. Donc globalement, c'est bloqué. Toutes les orbitales sont pleines. Si les orbitales sont pleines, on ne peut pas bouger. Il n'y a plus de transport possible. Voilà pour ce qui est du sel de cuisine. C'est un isolant de bande. Alors, vous allez me dire, ok, on a fait l'isolant, maintenant ça va passer au métal. Donc on va prendre l'exemple d'un bon métal, l'aluminium. L'aluminium, c'est quoi? L'aluminium, bah, on l'a vu, la maille élémentaire, donc elle est donnée là-bas, et sa structure, bah, normalement c'est du 3s2, 3p1. Alors, les orbitales 3s, elles sont complètement pleines, elles ne sont pas représentées ici. Les orbitales 3p, on a un électron dedans. Et les orbitales 3p, elles sont représentées là. Vous voyez, on a des jolies orbitales qui ressemblent presque à des paraboles. C'est impressionnant, ce qui est tout à fait vrai. Donc on a vraiment ça. Et globalement, bah, ce qu'on voit, c'est que cette fois-ci, la droite qui décrit le niveau de Fermi, la limite que du coup je remplis, elle tombe en plein milieu d'une bande. Si elle tombe en plein milieu d'une bande, bah, si on regarde typiquement en correspondance au niveau de la densité d'état, de l'autre côté, on voit que globalement j'ai plein d'états disponibles sans donner beaucoup d'énergie. Ils sont juste tous là, ils sont tous disponibles. Voilà. Donc une simple petite fluctuation peut suffire à faire bouger les électrons. Donc on a quelque chose qui va être de type mécanique. Ça ne coûte pas cher de rajouter des électrons. Il faut vraiment imaginer, là encore, imaginez que vous soyez tous ensemble là. Il y a un nombre impair d'électrons, vous avez qu'un seul électron, il y aura toujours une main libre. Donc du coup, si je vous donne un électron, vous avez le droit de faire passer de l'autre côté. Vous ferez pouvoir passer le courant, être mécanique. Donc c'est ça qui va définir ce qu'on appelle un métal, qui donc donne l'image qu'on a du fait. Voilà, donc globalement, j'ai envie de dire, dans notre petite épopée, là, on a déjà fait un grand pas. On sait décrire des isolants, on sait décrire des métaux. On a une image qui est maintenant associée avec l'énergie en fonction d'un nombre quantique K, qui est le vecteur d'onde, associé à cet état de K. Mais cette image, est-ce qu'elle est juste là d'un point de vue théorique, ou est-ce qu'elle a une réalité physique? Est-ce qu'on peut l'observer réellement expérimentalement? La réponse est oui. On peut l'observer expérimentalement. Ça s'observe avec quoi? Avec la photoémission résolue en ample. Alors la photoémission résolue en ample, c'est quoi? C'est la même chose que l'effet photoélectrique qu'on a découvert à Einstein, c'est-à-dire qu'on va expliquer à Einstein. Globalement, vous envoyez un photon, le photon va exciter des électrons, va les émettre, et ces électrons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer leur énergie et on va mesurer leur quantité de mouvement. Et puis on va tracer l'énergie en fonction de la quantité de mouvement de ces électrons qui ont été émis du matériau. Si vous faites ça, bah, par exemple pour du cuivre, c'est représenté à côté, vous allez avoir plein de petits points, puisque du coup vous allez mesurer la quantité que vous avez dans chacune des valeurs, vous pouvez faire un point en fonction de E, de K. Et du coup, bah, vous avez quelque chose comme ça. Et en noir, du coup en très plein, vous avez le calcul théorique de la structure de bande du cuivre. Et je pense que ça parle de soi, c'est quand même plutôt clair. Ça marche franchement bien.
Alors, pour les peu de chimistes qui sont ici, pourquoi ça ressemble à ça, la structure de bande? C'est quoi la structure du cuivre? La structure électronique du cuivre pour les chimistes? Alors, le cuivre, il est où? Il est dans la classification, il est dans la ligne des 3D, là. Et c'est l'avant-dernier. Il y a le 20, c'est juste après. Alors, comme il est avant-dernier, c'est celui qui s'appelle... Attention! C'est celui qui est une exception, ça ne fonctionne pas comme il faut. Il n'est pas en 3D9, il est en 3D10, 4S1. 3D10, 4S1. Donc ça veut dire que si je regarde sa structure de bande, en fait, je vais m'attendre à avoir des bandes D. Je vais en avoir 5. C'est 5 bandes. Il y a 5 bandes D, normalement. 5 bandes D. Ces 5 bandes D doivent être pleines et je dois avoir une bande 4S, une orbitale 4S qui doit être à moitié remplie. Il se trouve qu'en fait, vous avez effectivement 5 bandes là, qui sont très resserrées. Il y en a bien 5. C'est les bandes associées aux orbitales D. Et l'orbitale 4S, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une orbitale S, elle est très grosse, très large, donc du coup, elle a une grosse probabilité de sauter. Donc du coup, ça fait un epsilon 0 moins 2t cos k avec un t qui est comme as. Donc elle a le temps de traverser les D. Et c'est pour ça que vous avez une jolie parabole qui part d'en bas et qui remonte tout en haut et qui va repartir comme ça. Donc en fait, la orbitale 4S, la bande 4S va traverser, et c'est elle vraiment qui est partiellement remplie au niveau de Fermi. Donc on retrouve bien la chimie dont on vous parle, c'est bien du 3D10 4S. Voilà, donc ça c'était pour le cuivre. Donc globalement, on est quand même assez content, on a une bonne image pour beaucoup de matériaux ici. Ça a une image qui fonctionne très très bien pour tout ce qui sont les semi-conducteurs, pour tout ce qui va être les molécules à base de cellules moléculaires. Il y a vraiment beaucoup de descriptions qui vont très bien se faire avec cette élément. Mais, moi, j'ai envie d'aller plus loin. Sinon, le métier serait pas. Il y a un moment dans la vie où on a envie de se poser un peu des challenges. Et donc, du coup, c'est là où on va arriver à ce qu'on appelle les matériaux corrélés. Par corrélé, j'entends quelque chose qui va être opposé à les électrons sont indépendants. Les électrons vont avoir des mouvements qui vont être corrélés ensemble, ils ne vont pas pouvoir bouger indépendamment les uns des autres. Et ça, ce qui va le faire bouger, c'est quoi? C'est l'interaction de Coulomb qui va rentrer en jeu. Alors, petit exemple, pour se rendre compte pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à ce cas. Je veux dire, si 90% des matériaux peuvent être décrits avec les théories des bandes, pourquoi est-ce que je m'embête à rajouter quelque chose en plus de compliqué et qui va être terrible? Prenons un matériau comme ça par hasard, le cuprate de lantane. Qu'est-ce que c'est que ce matériau? Voilà, déjà d'où il le sort et tout. Alors c'est un matériau, donc 2 cubes de lantane, 1 cuivre, 4 oxygènes. D'où il le sort? Oui, mais ce matériau, si vous regardez dans les années 80, ça a été le Woodstock de la physique quand il est sorti, parce que c'est l'un des premiers matériaux où la superconductivité a été trouvée à haute température. Alors, haute, toute chose confondue, mais globalement, on avait dépassé les 10 Kelvin, ce qui était un truc monstrueux à l'époque. Et quand je dis que c'était le Woodstock de la physique, c'est vraiment, ça a fait un carton au March Meeting. Il y avait tout le monde qui venait voir parce que c'était incroyable. Donc, et d'ailleurs, Bernsnow et Müller, qui ont eu le prix Nobel à ça. Ils ont vraiment découvert toute une nouvelle phase qui est cette superconductivité à haute température. Alors, ce matériau qui est le cuprate de lantane. Si on s'en intéresse un petit peu, au niveau de la structure électronique, on a donc un lantane, on a du cuivre, dont on a déjà expliqué la structure électronique, et puis on a des oxygènes. Alors, les oxygènes, j'en ai 4, ils sont représentés en rouge ici, les cuivres sont en orange, les lantanes, eux, ils sont là. Alors, globalement, ce qui va se passer, c'est que d'après la règle de l'octet, si on prend un tout petit peu d'intuition chimique, les oxygènes vont compléter leur couche P. Donc, en complétant, ça veut dire qu'il leur faut 2 électrons. Si je complète avec 2 électrons, j'en ai 4, il faut que je trouve 8 électrons dans mon système. Où est-ce que je vais piquer les 8 électrons? Alors, d'abord, c'est le lantane qui va se défausser. Donc le lantane, il en donne 3. Il m'en reste 5. Les 5, je les prends où? Je vais les prendre dans mon cuivre. Et oui. Alors c'est pas vrai parce que j'ai 2 lantanes, donc du coup ça fait 3, 3, 6, et du coup il me reste que 2 à piquer. 2 à piquer dans le cuivre. Donc je vais prendre l'électron qui est dans la 4S, et puis je vais prendre un électron dans les 3D. Donc globalement, ce que je m'attends, c'est globalement à avoir des bandes, certainement, et puis je vais certainement au milieu de mes bandes 3D, je ne vais pas être complètement rempli, parce qu'il y a un trou qui se trimballe, il y en a une qui n'était pas complètement pleine. Et effectivement, si vous faites le calcul de la structure de bande, vous avez un joli schéma comme ça, et vous voyez bien qu'il y a une belle bande noire, là, qui coupe le niveau de Fermi. Donc globalement, c'est un métal.
Et ouais. Sauf qu'expérimentalement, c'est un isolant. Ça, c'est un beau fake. Donc ça ne marche pas. Là, la théorie des bandes, elle est complètement mise en défaut. Et c'est dommage parce que c'est quand même un matériau qui permet après de donner naissance à tout un tas d'autres matériaux qui font de la supraconductivité. Donc si on n'est déjà pas capable de comprendre celui-là, comment est-ce qu'on peut expliquer des matériaux beaucoup plus compliqués qui sont basés là-dessus. Donc déjà, rien qu'un matériau comme ça. Pourquoi c'est loupé? La solution, je vous l'ai déjà dit depuis le début, elle vient de l'interaction entre les électrons. Jusqu'à présent, lorsque j'ai fait la théorie des bandes, j'ai toujours considéré que j'avais mon énergie cinétique et le potentiel et je négligeais l'interaction de Coulomb. Je supposais que j'ai suffisamment d'énergie cinétique pour que mon interaction de Coulomb soit négligée. Sauf que ça, c'est vrai pour peu que ce soit des matériaux, j'ai envie de dire, où l'interaction de Coulomb, si je l'évolue au sein d'une orbitale, est petite. Ça veut dire des orbitales qui sont assez larges. Mais si je prends des orbitales qui sont très resserrées, comme par exemple dans le cuivre, elles sont quand même assez resserrées et tout, ben là, globalement, ça veut dire que l'interaction va commencer à monter en flèche. Vous êtes plutôt en 1 sur R, donc plus le delta R va être gros, plus le delta R va être petit, donc plus vous allez avoir un effet qui va être important, localement. Et donc ça va perturber toute l'image qu'on va avoir sur cette théorie des bandes. Il va falloir modifier notre approche. Il y a juste un autre problème, c'est que la première partie qu'on avait bien utilisée avec la théorie des bandes, c'était une partie qu'on appelle à un corps. C'est-à-dire que si vous regardez, j'ai juste une seule somme sur tous les électrons à part un. Je pouvais vraiment considérer que le système était un ensemble de particules indépendantes parce que j'avais somme de vide égale à n, donc c'était tout indépendamment de leurs différentes contributions. Le terme que j'ai là, c'est la somme sur IJ. Il faut que je les prenne tous par couple, 2 par 2. Et ça veut dire que je ne peux pas juste considérer 2 particules indépendantes, ça ne fait pas pareil. Il faut vraiment que je prenne en compte tous les couples. Ça commence à devenir assez pénible. Donc c'est ce qu'on appelle un terme à 2 corps, et ça, le calculer, le prendre en compte, c'est quelque chose qui devient très vite, très compliqué. Mais du coup, comme ils sont 2 par 2, comme ils se semblent 2 par 2, on voit bien que du coup, leur mouvement ne va pas être complètement indépendant, parce que le fait qu'un tel soit là, ça va faire agir sur l'autre qui doit peut-être se dire je ne vais pas aller dans cette direction-là, ou au contraire, je vais faire différemment. Donc c'est pour ça qu'on parlera de matériaux corrélés, parce que justement, on voit bien, là il y a des effets qui font que les mouvements ne sont pas indépendants, ils sont vraiment corrélés, en termes de corrélation au sens probabilistique. Alors tout n'est pas perdu, parce que sinon c'est quand même triste. Pour pouvoir s'en sortir de ça, globalement, on a un modèle. On a ce qu'on appelle le modèle de Hubbard. C'est un modèle qui a été donné dans les années 60-70, et ce modèle, ce qui permet de vous dire, c'est de simplifier l'histoire, le plus simple, pour se donner juste qu'est-ce qui va se passer. Alors globalement, c'est quoi? Globalement, on va repartir des mêmes ingrédients qu'on avait au départ, c'est-à-dire qu'on a des atomes qui sont sur un réseau périodique, tout va bien, jusque-là c'est bien. Ils ont une orbitale, pour faire simple aussi, avec une certaine énergie epsilon 0, et la probabilité de sauter d'un site à l'autre pour nos électrons. Jusque-là, tout va bien. Mais on va rajouter un terme, qui est le terme de Hubbard, qui est un terme qu'on va payer si 2 électrons sont sur le même site. Ça va me coûter plus cher. C'est normal parce que du coup ils sont au même endroit, donc le 1 sur R est important, donc du coup ça va être quelque chose. Ce terme, on va le garder purement local, c'est juste voilà, si j'ai 2 électrons sur le même site, spin opposé quand même, mais globalement je vais payer une énergie en plus U. On voit bien que c'est ça qui brise l'indépendance, et que du coup on est corrélé. Quand vous êtes indépendant, on voit bien que je sois à 2, ça fait juste 2 epsilon 0 moins mu, c'est-à-dire qu'en gros j'ai 2 fois l'énergie, et c'est donc comme si je les prenais tous les deux indépendamment. Là, le fait que je sois à 2, globalement, ça, je paye U, et donc je ne peux pas passer de mes états à une particule, mes états à 2 particules, comme ça. Il y a un terme en plus qui apparaît. Alors en quoi ce modèle sauve l'histoire? Le modèle sauve l'histoire parce que du coup, dans notre histoire à nous, on n'a finalement qu'une seule bande. Cette bande, c'est la bande dx2 moins y2, pour ceux qui connaissent un peu la chimie, sinon pour les autres on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ce sont des bandes, c'est donc quelque chose où je vais pouvoir vous dire tout le reste est plein, je vais considérer que cette bande-là, donc en gros c'est un niveau énergétique, avec une certaine probabilité de saut. Et puis, si on regarde comment est construit mon procrate de lantane, qui est ici, vous voyez que mes cuivres oxygène forment des plans, les uns à côté des autres, ou les uns au-dessus des autres. Donc globalement, je peux isoler chaque plan, et en fait, on peut même montrer que globalement, sur un oxygène, il y a très peu de utilité, c'est pas intéressant. Donc globalement, c'est vraiment tout se passe dans le plan.
Donc le modèle qu'on va vraiment pouvoir se dire, c'est se dire, je vais mapper, vraiment, je vais vraiment passer d'un côté à l'autre, je vais dire, voilà, ce modèle-là de structure de bande, je vais l'améliorer en le représentant à travers le modèle de Hubbard et rajouter cette interaction de Coulomb qui me manque. Si je fais ça, je peux faire des calculs et essayer d'estimer donc la valeur du saut, la valeur de l'énergie, ça on peut l'extraire. On peut évaluer la valeur de l'interaction de Coulomb dans ces orbitales. Voilà, il suffit de calculer comme il faut. Et globalement, vous verrez qu'on est dans un cas particulier où U est très grand devant le saut. Et si U est très grand, qu'est-ce qui se passe? Si U est vraiment très grand, les électrons qui auront envie de sauter, ils ne vont pas sauter, parce que du coup, pourquoi aller chez le voisin alors que ça me coûte trop cher? Tout le monde fait économiser son énergie dans l'histoire. Donc au final, ce qui va se passer, c'est que vos électrons vont se localiser. Ils ne vont pas être immobiles, ils sont immobiles, c'est pas ça du tout. Ils restent dans votre orbital, c'est quelque chose qui va se modifier, etc. Mais globalement, ils sont localisés sur les sites du réseau. Et du coup, on a un isolant, mais qui n'est pas le même isolant qu'on avait tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais un isolant de bande, c'est-à-dire que globalement, toutes mes bandes étaient pleines, je ne pouvais pas en rajouter. Là, c'est juste que ça va me coûter super cher d'en rajouter un, parce que si j'en rajoute un, il faut que je paye une. Et ça, c'est vraiment quelque chose de rédhibitoire qui demande ça. Donc du coup, les électrons sont localisés dans l'espace réel, et c'est vraiment à cause de l'interaction de Coulomb. C'est toute une nouvelle physique. Cette nouvelle physique, c'est ce qu'on appelle un isolant de mode. J'ai bien pris pour ça. Voilà, donc globalement, avec cet outil-là, avec ce modèle-là, on est capable de décrire la physique de ce matériau. On peut même aller plus loin, parce que globalement, on pourrait se poser la question comment je passe d'un métal, c'est-à-dire quand U vaut 0, à un isolant de Mott, celui où là j'ai mon U qui a une certaine valeur, voire U qui est très très grand. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? J'ai une transition, certainement qui va se passer. Alors cette transition, le problème qu'on a, c'est que c'est très compliqué à calculer. Pourquoi? Parce qu'il faudrait calculer ça sur un réseau avec beaucoup d'électrons, il faudrait faire un truc très lourd. On ne peut pas calculer analytiquement juste la solution comme ça, à part dans des cas très particuliers, c'est-à-dire en 1D, mais ça on s'en fout, c'est pas réel. Les matières qui nous intéressent c'est vraiment en 2D, 3D, donc il va falloir qu'on fasse quelque chose. Pour ça, on va utiliser des méthodes un peu plus robustes, qui ont déjà montré leurs choses, qui viennent de la physique statistique, qui s'appellent des méthodes de champ moyen. Une méthode de champ moyen, globalement, c'est dire que tous les électrons seront myopes, comme moi. Ils enlèvent leurs lunettes. Et globalement, au lieu de sentir tout le monde un par un, au lieu de sentir tous les voisins qui sont autour d'eux, ils sentent la moyenne. Voilà. C'est un peu flou, mais ils sentent en moyenne ce qui va se passer. Et si vous faites ça, et que vous définissez un bon champ moyen, une bonne approche de cette manière-là, qui s'appelle la théorie du champ moyen dynamique, globalement, vous allez dire, je prends mon électron qui est par exemple sur ce site-là, il peut sauter, il peut revenir, etc., parce qu'il peut toujours avoir cette probabilité de sauter, mais il saute dans un brouillard nébuleux où il se promène, et puis il revient. Mais juste en faisant cette approximation-là, et en faisant des calculs un petit peu poussés, on peut montrer qu'on peut résoudre le modèle correctement. Alors le champ moyen, il marche bien, c'est-à-dire que le brouillard, il a du sens que s'il y a beaucoup de voisins. Il y a 3 personnes, 3 Pékins, c'est pas vraiment un brouillard. Donc ça marche bien quand on est dans la limite de dimension infinie. Mais si on est en dimension finie, ça peut être relativement discutable. Sinon, il faut faire ce qu'on appelle des approches type de groupe de renormalisation. En gros, c'est encore plus impliqué d'un point de vue mathématique. Mais grossièrement, l'idée est toujours la même. Vos électrons verront du brouillard. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'utilise cette méthode? Je vais pouvoir obtenir la transition de phase, ou description de cette transition, depuis le métal jusqu'à l'isolant. Alors, c'est là où on fait le jeu. Est-ce que c'est là? Voilà. Donc, ce que vous avez... je vais vous faire à droite et à gauche. Donc, ce côté-là, c'est la gauche. Sur la gauche, vous avez la densité d'états, c'est-à-dire le nombre d'états par intervalle d'énergie qui est disponible. Et en haut, ce qui est marqué, c'est la valeur de U. Donc U vaut 0. Et au départ, globalement, vous avez quelque chose où on voit bien qu'on a quelque chose de non nul au niveau de Fermi, à la valeur 0 électronvolt. Donc du coup, on a un métal. C'est bien ça. Si, par contre, j'augmente la valeur de U, donc la première lecture, on voit que petit à petit, ça va s'étaler, ça va s'étaler, ça va s'étaler. Ça prend une structure un peu particulière avec 3 pics, et puis, paf, ça fait des chocs à pics. On a 2 bandes qui vont apparaître. Une bande supérieure et une bande inférieure. Et surtout, on n'a plus rien au niveau de Fermi. Plus rien du tout.
Donc on a passé le cap, on est devenu isolant. Et comme c'est uniquement avec des corrélations, c'est donc un isolant de bande que j'ai décrit. Donc voilà ce qu'on peut observer. Voilà. Et ça s'observe assez bien en regardant cette densité d'état qui varie en fonction du ratio U sur Q. Là, dans le calcul, c'était P qui valait l'électron. Si je représente ça sur le diagramme, en faisant un diagramme en fonction de la température et de la valeur de U sur T, bah, globalement, j'ai quelque chose qui va ressembler à ça. Alors, ça dit quoi? Ça dit que, effectivement, si U est très très grand, bah, globalement, je deviens isolant. Parce qu'on a vu, ça fait deux grosses bandes là, qui sont séparées. Ces deux bandes, bah, du coup, c'est caractéristique de l'isolant de Mott. Si je regarde ce qui se passe avec U faible, donc de l'autre côté, j'ai ce qu'on appelle un liquide de Fermi. Pourquoi liquide? Parce que pour un théoricien, il n'y a que trois états dans la matière. Le gaz, le liquide et le solide. Mes électrons, d'habitude, je dis qu'on a un gaz d'électrons qui se promène dans votre solide. Mais un gaz, ça suppose avoir beaucoup d'énergie cinétique et pas d'interaction. Un liquide, c'est quelque chose qui a de l'énergie cinétique, mais aussi des interactions entre elles. Vous savez, le liquide, ça poise, une nouille. Donc du coup, c'est ça qu'on va dire, c'est que finalement, ce que vous avez dans votre métal, ici, c'est pas vraiment un gaz d'électrons, c'est un liquide d'électrons. Ce qu'on appelle un liquide de fer. Donc du coup, ça veut juste dire que vous avez un métal. Entre les deux, parce qu'il va se passer, c'est que vous allez avoir un moment où vous êtes très métallique, puis un moment, paf, vous devenez complètement isolé. Donc ça, c'est quand vous parcourez ici la courbe, vous allez aller d'un côté, puis vous allez arriver de l'autre côté, vers l'isolé. Vous allez traverser. Si j'augmente la température, je rajoute en moyenne de l'énergie cinétique, en plus, qui est distribuée. Pensez à l'image du gaz parfait, plus tu es grand, plus il y a d'agitation thermique. C'est la même idée. Bah, globalement, ce qui va se passer, c'est que plus j'augmente la température, bah, plus globalement, cette transition va se rapprocher petit à petit, et puis je vais avoir toujours une pression métal isolé. Jusqu'à un point, qu'on appelle le point critique, au-delà duquel la transition devient très floue. Et on a ce qu'on appelle un crossover, c'est-à-dire une transition complètement continue où on passe de l'état métallique à l'état isolant. Alors, pour la bonne détermination dans ce crossover, il faut faire des études, des travaux, donc on a fait un petit peu dessus. Les typologies qui sont appelées, c'est qu'on passe du métal, au mauvais isolant, et du mauvais isolant au bon isolant. On a été très inventif au niveau des noms, mais c'est ça. Maintenant, si vous réfléchissez un tout petit peu et que vous faites de la thermo, vous vous souvenez du diagramme de phase de l'eau? Vous avez la pression, vous avez la température, vous avez les trois phases, solide, liquide, gaz, ça va. Et globalement, il y a un moment où on vous met cette courbe, là, cette ligne qui traverse, vous avez le liquide ici, le gaz au-dessus, puis vous avez moyen de passer par au-dessus. Avec la phase super, la phase de valescence au-dessus, on peut passer directement, sans faire une transition de phase, entre liquide et gaz. Et bien là, c'est pareil, en fait. C'est le même type de transition de phase qu'on va avoir. Vous êtes passé finalement de quelque chose où vous étiez un métal, quelque chose voilà, vers quelque chose de type isolant. L'isolement serait vraiment le gros liquide où tout le monde est bien localisé comme ça. Puis vous passez du côté gaz avec le liquide de fer. C'est le même type de transition que vous allez avoir. Voilà, donc là globalement c'est ça qu'on observe, et ça c'est une transition de phase qui est très intéressante. Alors c'est vrai qu'ici vous allez me dire ouais mais du coup ça reste un modèle, donc du coup U sur T n'a peut-être pas beaucoup de sens. On peut se donner l'équivalent, j'ai envie de dire, avec l'observable de physique, qui est de se dire, bah, je peux rajouter de la pression sur mon matériau, par exemple. Donc si je le mets sous pression, je vais rapprocher mes orbitales, donc du coup je vais avoir la température, je vais avoir le saut T qui va devenir de plus en plus grand, mais U va rester le même. Donc du coup c'est comme si, je faisais U sur T dans l'autre sens, c'est comme si j'augmente la pression dans le sens inverse. Donc on a quelque chose qui va vraiment être équivalent au diagramme PT que vous avez en termes de pour le gaz. Ok. Voilà pour un premier aspect de la transition métal-isolant et pourquoi c'est super riche, super intéressant. Mais surtout, ce qui est encore plus intéressant, lorsque vous regardez cette transition-là, ce qui se passe notamment à ce moment-là, c'est que ça, c'est pas prévisible. Vous aviez bien compris au départ qu'effectivement, un métal, c'est quelque chose qui est bien centré au centre avec une certaine valeur. On a bien compris aussi que lorsqu'on avait un isolant de Mott, on devait avoir rien au centre et puis on devait avoir des bandes avec une densité d'état à droite et à gauche, au-dessus et en dessous. Mais ça, c'est quand même super bizarre. On a trois pics. Trois pics qu'on ne peut pas prédire comme ça et qui en fait résultent d'effets collectifs qui ne sont pas attendus et qui relèvent du fait que comme ils sont plusieurs, comme c'est un problème à N-corps, une nouvelle physique
émerge. C'est le fameux more is different de Anderson. Quand on est nombreux, on ne se comporte pas pareil que quand on est tout seul. C'est le fameux principe des mouvements de foule que vous pourriez imaginer dans une société. Voilà, c'est la même idée. On pourrait se rendre compte de ce qui se passe ici, en gros, et se dire qu'est-ce qui se passe. Globalement, imaginez, je me l'attends ou pas. Alors, vous allez tous imaginer que vous allez avoir une boule de couleur dans les mains. Ok? Vous choisissez une couleur. C'est là que je veux dire. Vous la prenez. C'est un exercice qu'on fait en classe assez souvent. Donc du coup, vous prenez votre balle de couleur et vous pouvez la donner à votre voisin. Du coup, par exemple, j'ai une balle rouge, par exemple, si je veux bien, c'est rouge, et vous recevez en faisant rouge. Vous pouvez dire la couleur dans la rouge. Rouge. Et si vous la relancez, vous relancez un citron rouge à quelqu'un d'autre. Ok? Je refais l'exemple pour que tout le monde comprenne. Rouge. Rouge. Non, il faut dire deux fois. Une fois quand on reçoit et une fois quand on envoie. Ok? Je recommence. Rouge. Rouge. Et rouge. Ok. On va y arriver. Hein. Okay. Rouge. Rouge. Et après c'est bon, c'est rouge. Rouge. Ok. Ok. Là, ça marche. On est d'accord. Donc on voit qu'on peut faire passer, circuler les balles un peu comme si c'était des électrons qui vont se promener entre chaque cycle du réseau que vous êtes en train de défaire. Bon, on a des lacunes au milieu, tant pis, sinon il faut vous rapprocher, mais globalement on peut arriver à faire passer. Ok, donc maintenant, imaginez que vous ayez tous une balle de couleur. D'ailleurs, vous allez tous avoir une balle de couleur. Ah, ça. C'est pas indépendant. Ça veut dire, va chercher tes enfants à l'école. Donc, reprenons. Vous allez tous avoir une balle de couleur. Rouge, vert, bleu, jaune, je m'en fous de la couleur. Vous avez tous une balle. Vous ne pourrez pas avoir plus de 2 balles dans les mains. Ça ne sert à rien de vouloir donner à quelqu'un 2 boules de plus. De toute façon, vous n'avez que 2 mains, donc voilà, c'est imaginaire, vous n'avez que 2 balles possibles. Vous allez donc faire passer les balles entre vous. Je voudrais juste voir ce qui va se passer. Donc vous allez tous faire passer à votre voisin de devant, derrière, comme vous voulez. Vous allez voir passer à votre voisin plus proche. Faites passer vos balles et on fait circuler toutes les balles pendant un petit peu, juste pour voir ce qui va se passer. Allez-y. Ok. Noir. Noir. Jaune. Noir. Jaune. Noir. Jaune. Quentin. Jaune. Noir. Bleu. Vert. Jaune. Ah, mais je dis en vert, moi. Ah, bah attends. Attends. Vert. Vert. Oui, vas-y. Attends. Jaune. Ah, jaune. Cyan. Quoi? Jaune. Vert. Ah, jaune. Qui n'a rien. Jaune. Ok. Ah, rouge. Ah, t'as rien, toi? Bon, j'ai fait rien. Rouge. Qui a une boule dans les mains? Qui a 2 boules dans les mains? Qui n'a pas de boule dans les mains? Voilà. Donc vous voyez que globalement, on est parti d'un état où chacun a bien distribué quand même. Et pourtant, ça a circulé. Et pourtant, vous n'êtes pas tous dans le même état à la fin. On a des gens qui ont 2 boules. C'est-à-dire des gens qui vont se retrouver dans la partie occupée, parce qu'ils sont complètement occupés, donc dans un spectacle complètement occupé. Ils ont 2 trucs qui sont complètement plats. Il y a des gens qui sont complètement vides, qui sont de l'autre côté. C'est-à-dire qu'eux, ils ont de l'espace. Et puis il y a tout un tas de gens qui en ont un qui sont proches du niveau de thermie, c'est-à-dire que globalement, ils peuvent recevoir, ils peuvent bouger. On voit aussi que dans ce qui s'est passé, certains se sont peut-être retrouvés avec une boule, puis ils ont eu le temps de récupérer une boule, ils ont pas eu le temps de la relancer, puis finalement ils ont déjà reçu une autre boule. Du coup ils se sont retrouvés un peu bloqués, il y en avait une boule qui était bloquée, qui ne bougeait pas. Et c'est un peu comme si les boules qui bougeaient autour, en fait, se couplaient avec celle-là qui était figée, pour donner une sorte de macro-état qu'on appelle une quasi-particule. C'est-à-dire que vraiment on n'est plus sur des entités de type juste particulière, mais comme tout le monde interagit les uns avec les autres, on a des sortes de quasi-particules, des choses qui sont un peu bougées, fixes comme ça, mais avec tout un nuage d'autres électrons qui vont bouger autour. Et ça fonctionne comme ça, à l'intérieur de notre isolant au moment de la transition de phase. Vous avez soit des choses qui vont être complètement vides, soit des choses complètement pleines, et puis vous avez aussi des quasi-particules, c'est-à-dire des particules qui sont figées, qui n'arrivent pas à bouger parce que ça va trop vite autour d'elles, et puis du coup elles restent fixées alors que le monde bouge autour d'elles. Voilà tous ces points-là. Mais tous ces effets-là, vous ne pouvez pas juste les prévoir en vous donnant juste, j'ai allumé la corrélation, l'interaction, comme ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'aurait pas pu prédire a priori. Ce sont tous ces effets émergents qui sont hyper intéressants et qui rendent notre domaine de la physique excitant et intéressant. Ok. Je crois qu'on a fini. Donc je vais conclure rapidement sur ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qui est déjà assez dense. Ce que vous avez découvert aujourd'hui.
globalement, vous êtes parti de qu'est-ce que c'est qu'un solide. Vous avez découvert que lorsque les électrons pouvaient être considérés comme indépendants, c'est-à-dire lorsqu'ils n'interagissent pas ensemble, on peut les décrire à travers des états de Bohr et des banques d'énergie. Et que dans ce cadre, on avait des systèmes qu'on appelait métalliques, des systèmes qu'on appelait des isolants de bande. On a vu aussi, dans la deuxième partie, que globalement, on avait, lorsqu'on prenait en compte les corrélations, l'interaction d'électrons, on modifiait cette image parce qu'on l'a raffinée. Et du coup, ces matériaux corrélés, en fait, étaient le siège d'une nouvelle physique. Et en particulier, on obtenait un isolant de bande, un isolant de Mott, et voire même des effets émergents qu'on n'imaginait pas a priori lors de cette transition entre le métal et l'isolant qu'on décrivait avec un modèle de Mott. Qu'est-ce que vous avez appris aussi? Vous avez appris que la chimie peut être utile, quand même, un minimum, sinon vous allez tout refaire depuis le début. Et un petit clin d'œil au L2, que la thermo et la physitate, ça peut être fait. Parce que c'est vrai qu'on se dit que c'est lourd et tout, mais finalement il y a beaucoup de choses très intéressantes lorsqu'on a dépassé juste le cap des connaissances, etc. Maintenant, avec ça, vous êtes encore bien loin d'avoir tout découvert. Ce qu'il vous reste encore à découvrir, il y en a encore plein, mais globalement, je n'ai parlé que de deux types d'isolants. Je n'ai parlé que de l'isolant de Mott et de l'isolant de bande. On peut être isolant de plein de manières différentes. On a aussi des isolants de Peyer, des isolants d'Anderson, des isolants topologiques. Bref, il y a plein d'autres manières d'être isolant. C'est beaucoup d'autres isolants que des métalliques d'ailleurs. Donc on a plein de choses comme ça que vous avez fait qu'effleurer le début de ce qui peut se passer au niveau juste des propriétés de transport électrique. La théorie des bandes, elle peut surtout elle n'arrive pas à expliquer la supraconductivité, tout simplement parce que la supraconductivité vient des corrélations, vient du fait qu'on a des interactions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra expliquer avec le modèle de Hubbard, en partie, notamment pour les supraconducteurs à haute température critique. La supraconductivité à basse température, qui est connue, elle est déjà expliquée, elle n'obtient pas de l'interaction pour on obtient d'autres choses. Et ça demanderait tout un exposé encore de plusieurs heures. En tout cas, rien qu'avec le modèle d'Hubbard, on a l'espoir, en tout cas, de pouvoir expliquer peut-être tout ce diagramme de phase qui est simplement obtenu en dopant, c'est-à-dire en rajoutant des électrons, en enlevant des électrons par rapport au cuprate de l'antenne qu'on avait au départ, ou tout autre cuprate qui serait dans le même style. Vous voyez que c'est super riche comme modèle en fait. On a vraiment plein d'effets collectifs différents. On a le dôme de supraconductivité, on a des phases qu'on ne comprend pas, qu'on essaie d'expliquer, qu'on appelle le pseudo-gap. On a tout ce qui va être lié les phases liées au magnétisme, on va avoir des phases antiferromagnétiques, on va avoir des phases ferromagnétiques, on a caractérisé entièrement cet état métallique. Bref, il y a plein de choses, et encore là, je ne sais que sur un matériau, un type de matériaux qui sont les plus. Et puis, une dernière chose pour vous montrer que l'intermoncé c'est quand même très très riche, c'est que globalement, le modèle de Hubbard, c'est bien, on essaye de l'appliquer autant que possible aux matériaux, mais les matériaux sont toujours pleins d'impuretés, pleins de lacunes. Voilà, des chaises qui se trimballent, des trous, des machins. Il y a un atome d'or qui va se trouver au milieu de la matrice de cuivre. Il va y avoir une dislocation à un moment, hop, il n'y avait pas d'atome. Donc c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait exact et qui n'est pas tout à fait parfait. Mais on a l'outil, depuis quelques années, qui est de réaliser des vrais modèles, réseaux périodiques, dans lesquels on peut faire évoluer des particules. Ça s'appelle des atomes froids. Les atomes froids, finalement, c'est exactement la même chose. Vous avez une matrice qui est juste obtenue avec des lasers. Vous allez faire des potentiels périodiques. Vous allez mettre des atomes. Les atomes vont pouvoir sauter. Donc vous allez retrouver quelque chose qui va se ressembler, comme deux gouttes d'eau, au modèle de Hubbard. Et là, comme on contrôle réellement expérimentalement tout, on peut vraiment modéliser et comprendre bien le modèle de Hubbard et le tester. Ça, par exemple, sont des expériences qui sont faites actuellement au LCAR, dans le laboratoire de Fermi, qui amuse à faire des choses comme ça. Je suis assez PQ juste au-dessus, mais le LCAR, ils font plein de choses comme ça aussi. Donc tout ça pour dire qu'il y a encore plein de choses à faire et que c'est une de physique qui est très très riche. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Alors. Ça va, j'ai un quart d'heure à minuit. J'ai une question par rapport au microscope avec les tunnels. Ouais. Comment ça fonctionnerait, étant donné qu'on a vu, en gros, des tunnels s'approximer, il y a une particule de franchir une barrière de position. Quelles sont les méthodes pour construire en gros, comment fonctionne un microscope avec les tunnels? Le microscope à effet tunnel, ça va être quoi? Ça va être une pointe de métal
qu'on va promener à la surface d'un matériau. Typiquement métallique, comme tout sympa. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que là, vous avez quelque chose où, comme on l'a vu, les électrons peuvent se promener, comme des emplettes. C'est ce que j'ai exactement dit. Et ici, si je suis à la surface, j'ai aussi quelque chose qui est de type métallique, où je vais pouvoir me promener avec un bon cristal de manière onde-flamme. Entre les deux, j'ai rien. Du vide. C'est une barrière de potentiel. Donc globalement, ce qui va se passer dans l'effet tunnel, c'est que vous allez faire passer un courant dans votre pointe, et vous allez regarder globalement comment elle va se déplacer à la nuit, parce que du coup, on peut avec un piezo électrique vérifier la hauteur, mais globalement, vous allez faire passer un courant, vous allez regarder ce qui va se passer de l'autre côté et ce qui va revenir après. Et donc du coup, avec ça, vous avez le moyen de faire une belle image, très précise. Pourquoi? Parce que justement, on voit que l'effet tunnel, c'est quelque chose qui est en exponentielle, moins 2A sur delta. Vous voyez qu'une toute petite différence, pour peu qu'il y ait un atome ou qu'il n'y en ait pas, va créer un effet gigantesque sur le saut et donc sur le courant qui va passer dans votre pointe. Donc c'est comme ça qu'on peut arriver à avoir une précision atomique et pouvoir visualiser notamment nos atomes à la surface du graphène, par exemple. Avant, on faisait ça en L3, vous faisiez l'expérience avec un ST, un microscope au futur. Maintenant, on le fait moins. Dommage. D'autres questions? Ouais. Au début de l'exposé, vous avez parlé d'autres propriétés macroscopiques. Non. Par exemple, ça c'est la démence sur plein de propriétés. Est-ce que ça se fait de la même manière comme c'est dans le théorème ou La théorie des bandes, c'est juste un cadre qui vous permet. À partir d'elle, vous allez pouvoir faire des calculs, notamment de physique statistique hors équilibre. Vous allez voir justement comment on sollicite le matériau et comment il y répond. Donc, lorsque vous voulez vous intéresser par exemple aux propriétés optiques, savoir pourquoi il et tout, vous allez vous poser la question: qu'est-ce qui se passe si dans mon système je rajoute un photon mais que ce photon ne m'excite pas plus que ça, il ne va pas extraire les électrons. Donc du coup, c'est juste un cadre, la théorie des bandes, qui va se révéler assez bon pour pas mal de choses, mais comme je dis, ça va changer si le matériau est corrélé. Mais globalement, ça peut s'utiliser pour comprendre les propriétés. Typiquement, le métal, si vous voyez bien qu'on a dit qu'il avait une densité d'état au niveau de Fermi, donc ça veut dire que vous avez moyen, les photons, en fait, ils vont arriver, ils vont pouvoir agir de manière élastique, du coup être complètement réfléchis, ce qui vous fait ce brillant que vous allez avoir. Si vous êtes dans un semi-conducteur, ou typiquement dans un isolant comme là, comme le sel, vous pouvez calculer quelle va être associée à la longueur d'onde visible, quelle va être la valeur de la transition d'énergie. Vous verrez qu'en fait, elle est bien plus petite que la transition qu'il faudrait pour faire passer un électron de la bande pleine à la bande vide. Donc du coup, ça va passer à travers. Du coup, globalement, généralement, soit c'est transparent, quand c'est isolé, ou alors c'est noir. Dans la méthode, pour faire ces diagrammes, la méthode expérimentale, il y avait angle dans le nom de la méthode. Ouais. Quoi l'important, comment ça marche Comment ça marche? En fait, vous voyez, vous avez ce qu'on a un analyseur d'électrons là en haut. Donc en fait, vous avez votre électron. Il sort. Vous pouvez juste le recevoir comme ça, vous aurez juste la valeur de son énergie. Là. Par contre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder dans quelle direction il pointe. Et du coup, comme vous avez la direction, en même temps, avec la conservation des angles et tout, vous allez pouvoir en déduire quelle est la valeur de son vecteur de quantité de mouvement, et donc du coup, quel est son vecteur d'onde à l'intérieur. Donc du coup, l'angle, il a essentiellement pour pouvoir se résumer, donc donner la direction, dire que ce que vous avez par exemple, c'était plutôt entre gamma x, vous avez plutôt un vecteur plutôt projeté sur la direction x, par exemple. Donc l'angle, il est pour ça. Ouais. Pourquoi la supraconductivité, ça fonctionne mieux dans un solide qui est froid, enfin très froid? Alors c'est pas que ça fonctionne mieux, c'est qu'elle a été découverte dans le solide très froid par Cameron Holmes en 1911. Il a voulu baisser autant que possible la température pour voir comment évolue la résistivité du métal. Il s'est rendu compte que passer 4 Kelvin dans le mercure, on n'avait plus de résistivité du tout. Et l'exemple de tous les supraconducteurs que vous avez, c'est lorsque vous faites un IRM, vous avez ces gros tors, c'est des supras, ils sont à très basse température. Pourquoi c'est à très basse température? Parce qu'en fait, on peut montrer que dans la théorie qui explique la supraconductivité conventionnelle, qui est la théorie BCS, vous avez besoin de coupler les électrons via les vibrations du réseau.
En gros, les électrons se promènent dans votre matrice, comme ça, tout va bien. Sauf qu'au lieu d'être sur des sites rigides, on va considérer que vous êtes sur des matelas très mous. Et quand les matelas sont très mous et qu'on dort à deux dedans, généralement, quand il y en a un qui est là, l'autre arrive derrière. Donc ça va être à peu près la même idée. Et donc, ce qui va se passer, c'est que du coup, les électrons vont se coupler deux à deux et créer ce qu'on appelle des paires de couple. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une certaine élasticité du réseau, une certaine vibration du réseau. Et ces vibrations du réseau, en fait, on peut montrer qu'il y a une certaine valeur de couplage qu'on peut estimer en calculant ces vibrations. Et en fait, on montre que ça ne doit pas dépasser 10 kV. Ça ne peut pas dépasser 10 kV. C'est pour ça que lorsque Bernsdorf et Müller ont découvert le cuprate de lantane, qui avait une température critique bien au-delà, c'était incroyable. Parce que on s'était dit, c'est bon, on a tout compris. La superconductivité, c'était facile, on a compris tout. Et là, ils ont trouvé un matériau qui, justement, a relancé tout l'intérêt pour ce groupe. En se disant que s'il n'y a plus de limite à température, cherchons des matériaux qui peuvent aller encore plus loin. En se disant peut-être qu'il y a d'autres matériaux qui peuvent. Donc maintenant, on sait qu'on peut faire des supraconducteurs à haute température avec du fer, avec du nickel, du cuivre, avec des matériaux organiques, avec plein de choses. Voilà, ça existe, c'est une vraie pléthore qui existe. Le seul point, c'est qu'il n'y a pas de règle. On ne sait pas pourquoi des fois ça marche, pourquoi des fois on pense qu'on va faire un super dopage de ouf en suivant une loi un petit peu empirique et c'est nul. Voilà. Donc il n'y a pas de règle. Il n'y a pas d'explication, il y a des grilles d'explication et on pense que les barres donnent de sacrées bonnes idées pour expliquer pourquoi ça fonctionne. Mais là encore, ça reste un modèle, il y a encore plein de choses à étudier et vous voyez que là j'ai vachement simplifié. Ça a été même très simplifié par rapport à ce qui est actuellement dans la littérature. Il y a encore beaucoup de débats, même sur le cuprate de lantane. Mais c'était pour donner un peu l'aspect de ce qui peut exister. Voilà. Ces couplages-là, est-ce que c'est le concept de quasi-particules dont on parlait à la fin? Alors, le couplage, vous avez des vibrations de l'ozone, non, c'est pas des couplages, c'est la quasi-particule, c'est vraiment lorsque vous avez des particules que vous avez une vibration de l'ozone n'est pas une particule en soi, alors on pourrait les particulariser, mais c'est encore un autre truc, mais globalement, non, c'est juste ça. Quand vous créez une paire de coupleurs, ça demande deux électrons ensemble. Je ne pense pas qu'on les caractérise comme quasi-particules, parce que là, vraiment, ça va être une entité qui est bien définie. Ouais. C'était pas abordable pour nous, mais du coup, c'est sur quoi que vous réfléchissez maintenant, chercher? Qu'est-ce que je cherche? J'ai d'autres matériaux. Voilà, donc alors moi, c'est pas le cuprate de lantane, mais c'en est d'autres. On a les composés à base d'iridium, qui ont aussi des propriétés intéressantes. Ils sont rigolos parce qu'en fait, on pourrait les décrire avec le modèle de Hubbard, mais ils n'ont pas de supraconductivité dedans. Et du coup, c'est rigolo de se poser la question, mais pourquoi, alors que le modèle est le même, je vais obtenir deux physiques différentes. Donc il y a ce côté-là qui est intéressant. Je me pose beaucoup de questions aussi sur l'effet du désordre. Jusqu'à présent, on a parlé des corrélations, mais il y a un autre effet justement pour se localiser, qui est l'effet du désordre. L'image simple, c'est là, globalement, on a vu que pour un réseau périodique, des électrons se promènent comme des ondes. Globalement, c'est la même chose que si vous faites du saut de haie et que toutes les haies ont la même hauteur et sont toutes à la même distance. Pour peu que vous ayez bien travaillé votre foulée, vous passez tranquille d'une haie à l'autre et que ça ne saute pas presque pas. Si par contre vous mettez du désordre, il y a pas de tampon, il y a une haie qui est plus haute, il y a une impureté, il manque une haie. Globalement, je vous donne 3 pas et vous cassez la figure. Et bien ce qui va se passer, les électrons globalement, ils vont finir par se diffuser, ils vont perdre leur cohérence et bam, ils vont se localiser. Donc on a des effets qui vont arriver à cause du désordre qui peuvent être très intéressants. Et on sait que le désordre est inhérent à tout matériau. Maintenant, cette approche du désordre, elle ne se fait qu'en particules indépendantes. On ne sait pas le faire avec des corrélations. Et là, ça ouvre encore des pans à de nouvelles physiques qui peuvent être très intéressantes. Donc actuellement, je m'intéresse un peu à cette question de comment modéliser le désordre et les corrélations en même temps. Et puis je suis libre, je regarde ce qu'il y a. C'est du vent. Et j'enseigne beaucoup aussi. Ok. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.